Voilà, c'est ce qu'il y a de sympa avec le shell, c'est qu'on peut avoir des programmes qui peuvent vraiment nous permettre d'être plus rapide. Bien évidemment, je vous dis pas qu'il faut abandonner les interfaces graphiques et ne plus les utiliser, hein, mais vraiment utiliser le meilleur des deux. Oui, quelques exemples de scripts que j'avais écrit et créé. Donc c'est comme par exemple un script qui fait un nettoyage de dossier parce que je sais que je suis quelqu'un d'assez messy dans le sens où mon dossier de téléchargement, ma corbeille, euh, aussi mon répertoire temporaire sont souvent énormément remplis de documents et d'éléments pas importants. Donc j'ai écrit un script qui chaque jour en fait va supprimer tous les éléments qui sont dedans. Ce qui fait qu'en fait lorsque je les télécharge, si je télécharge un truc, ça va me forcer à le ranger ou l'organiser parce que sinon je le retrouve plus. Donc c'est comme par exemple ce genre de script qui me pousse à avoir les bonnes pratiques. Euh, il y a aussi des scripts que j'avais créés pour les conversions. Donc je crois pas que j'ai quelque chose ici. On va encore voir. Vidéo. Bon ça c'est plutôt... voilà c'est pas vidéo. GH. Ensuite vidéo. Donc là c'est plutôt pour notre chaîne que nous avons. Donc là c'est plutôt pour la catégorie hygiène de code. Non, j'ai même pas de MKV. Si, j'en ai un ici. Donc en fait il y a aussi un script que j'ai écrit donc qui... c'est où déjà duplicate. Et voilà, donc j'avais écrit un script qui me permet en fait de prendre n'importe quel type de fichier et en fait de les convertir directement en MP4. Donc j'ai juste appelé tout MP4 et ensuite je prends l'élément ici et ensuite il va faire la conversion. Donc le convertisseur c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, donc c'est FFmpeg. Il permet de faire beaucoup de trucs différents, mais j'ai juste pris un truc dedans et j'ai fait la conversion avec. Donc ça c'est quelque chose de très pratique lorsque on a ce genre de choses à faire parce que je pourrais aussi utiliser un convertisseur classique, mais ce qu'il y a aussi de pratique, donc pour l'instant c'est pas vraiment quelque chose de faisable ici. On pourrait même aller ici en fait dans ce dossier particulier. D'ailleurs on va ouvrir comme ça. Duplicate. Encore je vois pourquoi est-ce que dans certaines manipulations en fait je repère le contrôle. Donc voilà, ici comme par exemple je peux avoir toute une série de vidéos. Avec un script je peux automatiser tout ça, donc je peux mettre for vid in. Ensuite on va mettre ls pour prendre toutes les vidéos. Et ensuite on va faire do to mp4, donc la commande que j'avais déjà créée. Et ensuite je n'ai jusqu'à signaler vide. Donc je crois qu'on fait done comme ça. Et donc j'ai créé une boucle qui va en fait... on va faire yes comme ça. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre yes par défaut à chaque fois. Mais qui va itérer sur chaque élément et en fait... comment dit-on, modifier donc modifier justement et convertir le fichier. Donc c'est-à-dire que je peux tous les prendre d'un bloc et tous les modifier d'un bloc. Donc ça c'est une chose comme par exemple que j'arriverais à faire un petit peu moins rapidement si j'utilisais une interface graphique parce que j'aurais quand même à les sélectionner un à un. Ça c'est pour un script de conversion. Ensuite j'avais aussi écrit un script, bon, pour ceux qui ont vu notre chaîne YouTube, donc j'avais aussi fait un short dessus qui permet en fait de prendre mes extraits bancaires parce qu'il me l'envoie en PDF et de pouvoir en fait extraire les données pour pouvoir les transformer en fichiers Excel. Comme ça je peux en fait les avoir directement et faire quelques analyses statistiques dessus. Bon après pour l'analyse statistique c'est vrai que je demande beaucoup d'aide à mon frère. Je sais pas si vous avez déjà été dans ses cours, mais il est très doué là-dessus, donc il s'y connaît beaucoup mieux dans ce domaine. Et ensuite aussi pour la gestion, donc j'avais écrit des scripts pour en fait générer des projets ou manager des commandes, des sessions et tout ça. Et aussi comme par exemple pour des outils de renommage, parce que je pense que pour les personnes qui ont déjà commencé cette expérience sur le terminal, parfois en fait on va prendre quoi, j'ai un PDF peut-être. Bon ouais j'ai pas de ouais j'ai plus trop de dossiers qui sont mal nommés, mais bon c'est pas grave. J'ai une commande qui s'appelle myFormat, en fait qui va prendre tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier courant et ceux qui sont
pas bien nommés selon ma convention, c'est-à-dire qui ont des espaces, qui ont peut-être des backticks ou des trucs dans le genre, en fait, il va les reprendre et les renommer un à un. Et donc tout ça automatiquement. Donc voilà, ça c'est le type de script qu'on peut écrire, il y en a encore bien d'autres. Hein. Donc je vous les ai pas tous montrés, mais en fait, on a vraiment la possibilité de faire cela. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter peut-être 2-3 éléments pour faire du scripting en bash. Donc pour ça, en fait, vous n'avez pas besoin de faire énormément de choses. Hein. Donc c'est-à-dire vous pouvez aller dans un terminal, l'ouvrir, après aller dans un dossier de votre choix. Hein. Donc vous pouvez créer un dossier comme par exemple qui s'appelle script. Donc en faisant un mkdir script, quelque chose comme ça. Donc plus qu'à rentrer dans le dossier script. Et ensuite, vous n'avez juste qu'à ouvrir ça avec n'importe quel éditeur que vous voulez. Hein. Donc, moi-même, vous pouvez même l'ouvrir avec soit... il y avait quoi comme éditeur par défaut? Je sais pas s'il y a Xcode sur Mac ou VS Code, vous pouvez prendre. Moi, j'utilise plutôt un outil terminal directement, mais c'est Vim. Et vous pouvez l'appeler comme par exemple app ou même test.bash. Et donc après, c'est là où vous pouvez commencer à écrire vos premiers scripts en bash. Après même, tout ce que je vous présente ici, vous pouvez directement l'écrire sur le terminal. C'est aussi possible. Mais avec le script, je pense que vous aurez un peu plus de... ce sera beaucoup plus maniable. Donc il y avait aussi des démonstrations qui sont en PowerShell, mais il n'y a pas d'utilisateur Windows ici. Donc du coup, on va juste se concentrer avec bash. Donc ce sera 2 fois plus rapide. Tiens, ça c'est encore PDF. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, c'est là. Donc, pour déclarer une variable dans laquelle vous allez stocker n'importe quoi, donc, ça peut soit être un chiffre, ça peut soit être même un dossier, un répertoire ou quelque chose comme ça. Donc, vous n'avez juste qu'à écrire votre variable de cette façon-là, donc lui donner un nom. Bon, là, j'ai appelé myvar, mais ça pourrait être chat, chien, Fabrice. Ça, on écrit ça dans Visual Studio Code, c'est ça? Oui, si vous ouvrez un fichier comme par exemple et que vous l'appelez un certain nom .bash, vous pouvez l'ouvrir dans Visual Studio Code aussi. Oui, non, c'est juste que moi j'utilise Vim. C'est aussi installé chez vous, mais je crois pas que par défaut il y ait la coloration syntaxique. Donc, si vous avez un éditeur préféré que vous appréciez, ben, vous pouvez aussi utiliser votre éditeur. Ça marche dans tous les cas en tout cas. Vous avez réussi à ouvrir un éditeur ou Non, parce que je suis sur le terminal. Ouais. Oui, non, bon, au pire des cas, c'est vrai que vaut mieux pas prendre... oui, vaut mieux pas prendre Vim au début parce que c'est un outil à lui tout seul et il est... faut un petit peu de prise en main pour pouvoir l'utiliser. Mais après, une fois qu'on a manipulé, en fait, il est extrêmement bien pour manipuler le texte parce que il a vraiment cette logique qui lui permet d'être beaucoup plus rapide. Donc au tout début, ça m'a mis du temps. Hein. Donc c'est comme quand on apprend à typer ou à écrire sur le clavier. Faut d'abord prendre les mécanismes, ensuite on peut aller plus vite. Mais donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser Vim. Vous pouvez aussi utiliser un autre outil qui s'appelle, je crois que vous avez ça aussi, Nano. Et ensuite vous pouvez écrire votre fichier. Donc comme par exemple c'est bash. Non, je vais appeler ça déjà, c'est test, je crois, .bash. Et donc vous pouvez aussi l'avoir sur Nano. Nano vous permet juste en fait de pouvoir directement écrire sans que ça vous bloque. Parce que dans Vim vous apparaissez dans un mode et il faut juste apprendre à switcher entre les différents modes. Comme on sait switcher entre attaque et défense dans un jeu de combat, ici c'est beaucoup plus simple, vous pouvez directement écrire et mettre en place votre texte. Donc je pense que je vais rester sur Nano, comme ça va vous aider justement. Donc ce que vous pouvez faire à partir de là, c'est d'essayer d'écrire alors les commandes. Donc comme par exemple, vous pouvez écrire myvar, var, ou vous mettez le chiffre que vous voulez. Je vais l'appeler comme par exemple fab. Et je vais mettre 7 dessus. Après, vous pouvez afficher cette variable. Parce que quand on déclare en fait une variable, en fait, vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus. Faut juste faire attention à ce que... parce que ça, c'est dans la syntaxe particulière de bash, que l'égal soit vraiment collé à la fois dans la partie variable et la partie résultat. Parce que sinon, ils vont dire, bash va dire qu'il y a une erreur et tout, mais il faut vraiment tout coller comme ça. Donc, c'est-à-dire que si je fais quelque chose comme un espace ici, ça va pas donner un bon résultat. Ça va juste dire qu'il y a une erreur. Mais il faut vraiment tout coller. Ensuite, pour afficher, en fait, vous pouvez faire un echo
Et ensuite, il faut mettre un $fab. Parce que echo peut afficher du texte, mais en mettant un $, on précise vraiment que c'est une variable qu'on veut afficher. Ou sinon, il va juste m'afficher fab. Et ensuite, vous pouvez lancer et exécuter ça, donc ça dépend de comment vous voulez faire. Parce que soit vous pouvez ouvrir un deuxième terminal à côté, ou soit vous pouvez justement quitter en faisant, je crois, CTRL X pour nano, et voilà. Et ensuite, vous pouvez l'exécuter en faisant bash, ensuite test.bash. Et ensuite, pour moi, il me retourne 7 parce que j'ai mis 7 comme valeur de. Moi, ce que j'utilise, vu que j'ai plutôt quelque chose qui me permet de splitter les terminals, donc je vais plutôt utiliser ça en dessous justement pour vous faire les exécutions. Donc si je fais bash test.bash, vous avez le résultat comme ça. Oui, ouais. Ah non, ça reste la même. Ça reste la même. Faut juste voir parce que si vous pouvez pas l'exécuter en utilisant la commande bash, vous pouvez l'exécuter en faisant ZSH. Et après, il faudra peut-être changer l'extension bash pour mettre ZSH. Bon, ça change rien sur le coup. Ouais, c'est ça. Donc j'avais dit tout à l'heure, donc bash et ZSH, encore en termes de syntaxe, c'est extrêmement proche. Donc c'est plutôt en termes d'expérience utilisateur lorsqu'on utilise le terminal pour lancer 2-3 commandes, mais sinon c'est vraiment la même chose. ZSH est arrivé après, mais il est parti depuis bash, quoi. Ah bah parfait. Non, super. Donc après, vous pourrez choisir le shell que vous voulez. Beaucoup donc d'utilisateurs, je sais chez Mac, ils switchent majoritairement vers ZSH. Bash, c'est sûr que si vous savez utiliser Bash, vous pourrez l'utiliser dans la plupart des systèmes. Mais ZSH aussi fait partie des éléments qui font partie du futur. Donc ça, c'était justement pour afficher une variable. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser echo pour en fait écrire ce que vous voulez. Donc si j'écris echo entre guillemets hello world, il va afficher hello world. Bon, après, je pourrais très bien écrire hello world sans le guillemet. Donc c'est juste hello world. Par contre, si on veut spécifier donc une variable, faut justement en fait utiliser le $ pour le mot. Donc par exemple, je pourrais écrire ici entre guillemets j'ai fab application, comme par exemple, je sauvegarde et ensuite quand j'exécute, il m'écrit directement j'ai cette application. Donc il remplace directement ma variable dans le texte en tant que valeur. Et donc après vous pouvez définir autant de variables que vous voulez. Vous pourrez après même faire des calculs avec. Et ce qu'il y a de super, c'est que ces variables-là, après vous pourrez même l'utiliser avec des programmes que vous connaissez sur le terminal. Donc si tout d'un coup, un jour vous installez un autre programme, en fait, vous pourrez aussi l'utiliser directement dedans. C'est comme je vous ai présenté le programme FZF. Je peux en fait l'utiliser dans mes scripts, ou même le programme LF, je peux aussi l'utiliser dans mes scripts. Je peux en fait invoquer tout ça. Et si même, justement, dans mon cas, j'ai Firefox qui fait partie de mes logiciels que je peux utiliser, qui peut donc se lancer comme ça. Donc c'est à dire que si j'écris à l'intérieur Firefox et que j'exécute le script, ah mince, j'ai pas sauvegardé. Sauvegarder. Ensuite, avec j'exécute le script, il va me lancer Firefox. Donc, vous comprenez quelque chose d'assez particulier. Tout ce que vous serez capable de faire sur le terminal, vous serez capable de l'automatiser. Donc, s'il y a quelque chose que vous parvenez à faire, donc c'est souvent ce que j'essaie de faire, si j'arrive à le faire à partir du terminal, alors je sais que je peux m'épargner du travail pour la suite. Donc ça c'était... ah oui, on était seulement à l'étape de l'assignation, je sais pas pourquoi je suis parti par là. Ici, il y a aussi les éléments de test. Je crois que vous connaissez les if, then, else. Donc ici, j'ai plutôt pris un exemple extrêmement complet pour vous présenter ça. Sur Bash, c'est vrai que c'est un peu complexe la façon dont c'est écrit. D'ailleurs, je pense que je vous avais même pas présenté cet outil. Pour certains, je pense qu'ils ont été là lundi, ils savent de quoi je parle. Mais sur vos navigateurs, vous pouvez avoir un outil qui s'appelle Grepper et qui est en fait une extension. Donc, il faut voir après sur Mac si on a la possibilité de l'avoir, mais qui permet en fait d'avoir un élément qui suggère du code. Donc, c'est-à-dire que si tout d'un coup je fais bash
et que je fais comme par exemple if, en plus de mes recherches Google, ils vont me faire apparaître des rectangles noirs. En fait, c'est des réponses que des autres utilisateurs sur le net ont écrit. Et donc, vous voyez que vous pouvez aussi les upvoter, les downvoter si vous les trouvez bien ou mauvais. Oui, parce qu'en fait, ça c'est pour Bash, mais si j'écris aussi comme par exemple Python if, on va aussi trouver ça sur Python. Il y a aussi justement, je sais pas si ça on peut trouver aussi sur, parce que ça dépend du support des langages. Parce que si, comme par exemple, vous trouvez une réponse, vous trouvez pas la réponse que vous voulez parmi les réponses et que vous voulez peut-être mettre la vôtre, vous pouvez aussi mettre @grepper_answer et donc vous pourrez ajouter votre réponse ici dans cette boîte noire. Et normalement, tout le monde pourra aussi avoir accès à ce que vous avez donné. Donc vous avez différents langages, on peut écrire dans C++, Python, il y a Shell et Bash. J'ai réduit un peu le nombre parce qu'il y a certains langages en fait que j'utilise jamais, donc je ne les aurai pas dans ma liste. Mais donc il y a cette possibilité d'utiliser ça. Quel autre point? Ouais, donc même si le langage n'est pas supporté, souvent les utilisateurs de grepper l'utilisent quand même parce que si je fais comme par exemple ouais, ffmpeg convert to mp4, donc ça c'est un outil qui ne fait pas partie des langages, mais en fait il y a déjà des gens qui ont créé des réponses dessus. Donc vous pouvez même chercher ça pour des commandes terminales, même pour des logiciels que vous connaissez déjà. Donc après il faudra juste me dire si vous arrivez à installer ça sur Mac, ou si vous faudra peut-être un autre navigateur que Safari pour faire ça. Donc, en tout cas, si vous avez un autre navigateur comme Firefox ou Chrome, vous êtes en mesure normalement de pouvoir avoir ce genre de recherche. Donc c'est ce que je disais, si on fait bash if, vous devez avoir donc des réponses sur comment en fait vous faites des trucs comme ça. Aussi peut-être ce que j'ai pas dit au niveau de grepper, c'est que vous devez aussi vous faire un compte. Donc c'est soit avec GitHub, soit avec Google, soit avec les crédentials que vous voulez mettre. Donc là-dedans en fait vous pouvez avoir vos propres éléments. Vous pouvez aussi avoir la liste, je crois, des réponses que vous avez données, s'ils ont été appréciés ou non, s'ils ont pu aider les gens ou non. Donc je trouve le système assez sympa pour du travail collaboratif. Donc ça c'était pour grepper et qui expliquait comment faire des if then else. Donc comme par exemple, je vais juste utiliser ça. Bon, je vais prendre les premières lignes. Ici, je vais mettre ça là. En fait, je vais même tout supprimer, ça sera plus rapide. Moi, je vais même garder fab en fait. On va mettre ça. Donc comme par exemple, si num, quand on voit en fait cet élément gt, donc je pense que ça sera l'un des rares éléments brutal et bizarres que vous aurez à rencontrer pour faire des tests. Ça veut dire greater than, c'est-à-dire plus grand. Donc si numéro est plus grand que 10, alors on fait quelque chose. Donc ici pour l'instant le numéro n'est pas plus grand de 10, donc je vais mettre 14. Et ensuite on n'a plus qu'à faire un echo plus grand que 10. Ensuite on peut terminer en faisant FI. Donc lorsqu'on sauvegarde et qu'on exécute, on voit que c'est plus grand que 10. On peut même mettre des else, etc. Donc je pense que vous avez compris le fonctionnement. Ça vous permet en fait de pouvoir faire ce genre de traitement. Comme par exemple, ça m'a beaucoup aidé comme si je dois créer des choses, ça fait est-ce que le dossier existe? Si ça n'existe pas, alors crée tel élément. Ou s'il y a telle chose qui n'est pas là, alors invoque telle application. Donc vraiment pratique pour générer un peu notre flux de travail. Après, donc ça c'était aussi pour PowerShell, on n'a pas besoin de voir. Après il y a aussi les boucles, donc je vous avais montré avec un for loop, ça vous permet en fait de faire des boucles soit sur des valeurs, soit sur des fichiers, soit sur des éléments que vous voulez. Et donc voilà, nous avons justement une boucle for ici. Là c'est encore une syntaxe un peu spéciale, parce que en fait ça c'est pour juste dire entre des éléments entre 1 et 5. Donc ça c'est une syntaxe spéciale de Bash qui vous permet de faire ça. Et ensuite vous pouvez faire en fait pour tous les éléments qui vont de 1 jusqu'à 5, écrire en fait les items qui sont dedans. Donc ça peut aussi être pratique comme par exemple si on veut créer des fichiers comme par exemple pour log 1, log 2, log 3, log 4, ça marche aussi dans ce sens là. Après vous pouvez aussi comme j'ai dit tourner autour
des fichiers, donc comme par exemple ici, si je lance normalement, voilà, donc ça écrit welcome 1, 2, 3, 4. Donc à l'intérieur de la boucle, vous pouvez faire en fait toutes les opérations que vous voulez. Donc extrêmement pratique, parce que parfois même je fais ça, comme par exemple, je peux avoir une liste d'éléments dans un fichier. Avec bash, je sors la liste. Et ensuite, pour tous les éléments de cette liste-là, en fait, je fais telle commande. Et bien évidemment, je peux utiliser des if and else pour modifier en fait les éléments de la. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, hein, parce que de temps en temps, avec l'excitation, je pars trop vite. On peut se remettre. Ouais, voilà, c'est ça que je disais. Oui, on fera une pause et je vous laisserai justement du temps pour expérimenter avec tout ça et poser des questions ou autres. Donc je serai là. Parce qu'on a presque fini, il nous reste juste la partie avec les fonctions. Parce que avec Bash, vous avez aussi la possibilité de créer vos propres fonctions. Comme ça, en fait, vous pourrez juste prendre plusieurs instructions que vous avez et leur donner du sens en disant ouais, ces instructions-là, en fait, c'est juste pour créer tel fichier, ces instructions-là, c'est juste pour créer des pages internet, et tel groupe là, c'est juste pour créer un répertoire. Donc comme ça, vous pouvez les classer, les organiser de la façon dont vous avez besoin. Donc vous avez juste qu'à créer une fonction comme ça, et à l'intérieur, c'est les commandes qui vont se faire. Bon après, pour ceux qui ont déjà écrit dans un langage de programmation, donc vous allez voir que ces fonctions-là sont bizarres. Bon, vous verrez qu'avec Bash, en fait, beaucoup de choses sont bizarres, parce que ça essaye d'imiter les fonctions, mais ça marche pas exactement comme tel. Donc si je crée une fonction, comme par exemple hello world, donc j'ai pas besoin d'écrire autre que ça, world comme ça. Ensuite je mets comme par exemple les parenthèses. Il y a aussi d'autres façons d'écrire les fonctions, mais ça c'est la façon la plus commune. Donc maintenant que nous avons écrit hello world comme ça, ben, en fait on peut juste comme par exemple faire echo hello world, voilà. Et ensuite en fait pour appeler la fonction, en fait il n'y a pas besoin de mettre de paramètres ou quoi que ce soit, vous n'avez juste qu'à appeler hello world comme ça. Et donc en fait quand vous créez des fonctions, en fait ça devient limite des commandes. Dans votre script, vous les appelez comme des commandes. Donc si maintenant je lance, hop, non, hop, j'ai pas encore sauvegardé, voilà. Si je lance, ça va m'afficher hello world. Si je veux mettre des paramètres dans la fonction, comme j'ai dit, donc ça marche comme une commande. Donc c'est à dire que si je vais mettre un paramètre, ah oui, je devrais aussi vous montrer pour appeler des paramètres. Si je mets comme par exemple $1 qui représente finalement un paramètre de retour, que je mets hello world et ensuite je mets fab. Bravo, j'oublie à chaque fois de sauvegarder. Voilà, et donc ça va me retourner hello world avec fab écrit dedans, parce qu'il fait partie des variables. Donc c'est vrai que je vous ai pas parlé de ça, et c'est aussi quelque chose d'assez important. Vous voyez ces dollars avec les numéros. Donc j'avais dit que c'était pour décrire des variables, on est d'accord. En fait, ce qu'il y a de sympathique, c'est qu'il y a en fait des variables déjà préexistantes et qui sont en fait des dollars avec des numéros. Donc à quoi ça sert? C'est qu'en fait, bon, ici je vais pouvoir enlever la fonction et tout. C'est juste que, bon, je vais même vous présenter, alors on va faire echo dollar 1. Ensuite je vais mettre echo $2. Ensuite, echo, bon même on va mettre aussi le $0, j'avais oublié de le mettre, parce que celui-là aussi il peut être assez sympa à utiliser. En fait, lorsque on les utilise, non, je vais apprendre à mieux utiliser ma nano. Donc lorsque on les utilise, en fait je peux faire ça en tant que paramètre, je mets 1, 2, 3, donc je crois que le 3 ne va pas être pris en compte. Et lorsque je lance ça, ce qui est affiché, c'est 1, 2 et le nom du fichier. Parce qu'en fait, $0 représente le nom du fichier, donc c'était test.bash. Et $1, en fait, ça représente l'argument qu'on met dedans. Donc, ça veut dire qu'on peut créer une fonction qui prend des arguments et fait des choses avec. Donc, comme par exemple, bon, après pour bash, vous allez voir, faire des calculs, c'est extrêmement bizarre et spécial. Mais si je prends un calcul, je peux faire, comme par exemple, echo. Je crois que c'était comme ça, 2 parenthèses. Et ensuite, on va faire $1
plus $2. Je pense que c'est ça. Bash addition. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis de réponse pour faire des additions avec des nombres en bash. C'est marrant. Ah oui, voilà, c'est plutôt comme ça avec ceci. Donc, on va plutôt prendre ça, comme ça on est bon. Non, en fait, même sa réponse elle est bonne. Donc c'est vrai que si vous trouvez aussi les réponses des gens, en fait, il y a une option qui est en noir ici pour Grepper qui vous permet en fait de prendre la réponse de la personne et donc ça va directement citer le site et où vous avez trouvé ça, donc vous n'avez pas besoin de chercher trop loin. Et ça va se mettre en relation avec la recherche que j'ai faite, donc bash addition. Donc si je prends ça et je mets avec la couleur de bash quand même, là on a maintenant la réponse qui va apparaître et pour tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait des additions avec bash. Donc je remercie la personne qui a fait ça. Donc c'était avec ça aussi, donc il faut mettre en fait $1 juste ici. Donc vous voyez les additions c'est un peu space ici. Et parce qu'en fait vous pouvez invoquer différents outils pour faire vos calculs. Donc comme par exemple maintenant si je fais bash test.bash comme ça et que je mets comme par exemple 1 et 2, lorsque je les exécute, en fait, ça va me faire le calcul. Donc, vous pouvez mettre des paramètres que vous pouvez utiliser pour votre script.